écoutez, merci à tous d'être là pour ce nouveau et dernier webinaire de la saison automne 2021. On a le très grand plaisir d'accueillir donc Samuel Fouché, qui est chercheur senior au CRIM, donc au Centre de recherche en informatique de Montréal, et qui travaille sur des sujets vraiment d'intérêt liés au géospatial. Donc Samuel, on se connaît depuis longtemps, là, puis on est vraiment content de t'accueillir. Donc aujourd'hui, tu vas nous présenter des travaux qui sont relatifs à ImageNet, qui est un projet à GeoImageNet que vous avez mené au CRIM, donc sur l'annotation, l'analyse d'images satellites à très haute résolution par des techniques d'apprentissage profond. Donc, Samuel, la glace est à toi. Merci bien, merci pour l'introduction. Donc c'est ça, je me présente, Samuel Fouché, je suis chercheur senior au CRIM. Je suis au CRIM depuis à peu près une vingtaine d'années maintenant. Et je suis en charge de tout ce qui est projet en géospatial au CRIM. J'ai un background un peu plus en radar, imagerie radar de l'Université de Sherbrooke. Et ces dernières années, on a mené beaucoup de projets de plateforme, dont celui-ci, GeoImageNet. Donc c'est un partenariat avec l'Université de Sherbrooke, qui était finalement le prime en bon français, le client principal. Et c'est un projet qui s'est terminé l'année dernière, en fin d'année 2020. Et en ce moment, on est en recherche de financement pour poursuivre ces travaux-là. Donc, j'avais divisé la présentation en trois parties. Une première partie plutôt introductive, assez générique sur les enjeux, surtout autour de l'imagerie à très haute résolution. Ensuite, une présentation de la plateforme, la motivation derrière cette plateforme, et je dirais les mécanismes de base derrière la plateforme elle-même. Et ensuite, si le temps le permet, un démo live. Alors, je vais me croiser les doigts que ça fonctionne correctement aujourd'hui. Mais je vais me tenter d'aller sur la plateforme directement. Donc, juste pour poser un petit peu le contexte, donc je m'excuse d'avance, à peu près toutes les slides, les trois quarts sont en anglais. J'en ai quelques-unes en français. Donc, cette slide-là, c'est simplement pour poser le contexte général. En ce moment, on a vraiment une explosion en termes de nombre de satellites d'observation, moyenne résolution, très haute résolution, et ça va simplement empirer, je dirais, dans la prochaine décennie. Là, au niveau juste des satellites d'observation, on prévoit plus de 600 nouveaux satellites sur la décennie 2015-2024. Donc des volumes de plus en plus larges, de plus en plus intensifs, avec des résolutions multiples, la possibilité avec les constellations d'avoir des séries temporelles. Donc on ajoute l'axe temporel en plus des autres axes multispectraux et autres. Donc on assiste vraiment à une explosion en termes de volume de données. Donc la série de satellites lancée par Airbus, nous on va s'intéresser à Pléiades essentiellement. Pour ce projet GeoImageNet, mais il y a toute une autre gamme de satellites là, à haute résolution ou très haute résolution. C'est des satellites qui font des acquisitions très, très fréquentes. Là, on parle de revisites journalières pour Pléiades. Maxar aussi a des constellations de satellites. QuickBird, Iconos, Worldview sont les plus connus. En ce moment, il y a des lancements je pense que ça a été lancé d'ailleurs, Worldview Legion, qui a été lancé, 15 satellites, 30 cm, revisite 15 fois par jour, 8 bandes spectrales, la possibilité avec la stéréoscopie de générer de l'information 3D. Donc là, on ajoute encore plus de dimensions sur ces données-là avec l'information tridimensionnelle. Donc c'est vraiment une nouvelle ère pour l'observation de la Terre. Planète avec les CubeSat, SkySat, constellation de 200 satellites, donc en orbite polaire très rapide. Imagerie, n'importe quel point de la planète, entre 7 et 12 fois par jour. Résolution entre 4 et 50 cm, 4 mètres et 50 cm. Donc on fait un survol de la planète au complet de manière journalière, ce qui est vraiment incroyable. Donc tout ça grâce à des constellations de micro-satellites, ce qu'on appelle les Dove satellites.
Donc vraiment, la donnée, on n'en manque pas. Bon, des détails techniques sur Pléiade, c'est satellite, donc normalement 1 mètre, mais Pancro à 50 cm, donc on peut créer avec des techniques de pan sharpening, on peut créer un ensemble multispectral à 50 cm. Donc le temps de revisite, c'est journalier avec la constellation. On a 4 bandes multispectrales, donc RGB plus proche infrarouge. C'est une orbite basse, donc des revisites rapides. Bon, simplement pour introduire, la présentation initiale, c'était pour introduire un petit peu les problématiques qui étaient typiques, enfin spécifiques plutôt au domaine de la télédétection et qui ne sont pas souvent, enfin, disons qui sont ignorées ou par construction, par tout ce qui est computer vision, on n'a pas ce genre de problème en vision par ordinateur, mais en télédétection, on a des problèmes supplémentaires. Il faut faire attention avec la donnée. Donc, on a l'impact de l'atmosphère. On a la notion de calibration des images qui n'existe pas en vision par ordinateur. Donc, on a une quantité physique qui est mesurée, souvent des réflectances. L'information multispectrale qui fait qu'on a plus que 3 bandes visibles. On va avoir des proches infrarouges, infrarouges moyens, lointains, éventuellement bandes thermiques. Et bien sûr, une grande variabilité spatiale et temporelle. Donc, on couvre toute la diversité, je dirais, des scènes rencontrées sur l'ensemble du globe terrestre, avec la variabilité des saisons, la variabilité liée au climat. Donc, vraiment, ce sont des sources de variabilité spécifiques au domaine satellitaire, disons. Bon, je vais passer rapidement là-dessus parce que je pense que vous êtes familier avec tout ça, mais l'impact de l'atmosphère est souvent très important, hein, comme on voit dans l'exemple, l'image en bas à droite. Si on ne corrige pas pour certains effets, comme par exemple les aérosols, on peut avoir des surprises dans certaines bandes. Donc, généralement, on a une étape de correction atmosphérique qui peut être plus ou moins complexe, qui est souvent demandante en termes de calcul d'ailleurs. Donc, à partir de l'imagerie brute, on va arriver à ce qu'on appelle le concept d'une image prête à l'analyse, où on a enlevé la plupart des effets atmosphériques, disons les effets majeurs, ce qui permet d'éviter d'avoir des artefacts dans l'analyse par la suite. Donc, souvent, c'est une étape qui est faite par le fournisseur de données plutôt que par l'usager. Donc, c'est souvent ignoré, enfin, du moins, c'est transparent pour l'usager. Bon, l'information multispectrale, ça c'est vraiment spécifique au domaine de la télédétection. Donc, en plus du domaine visible, on a tout le domaine proche infrarouge, shortwave infrared, ou le domaine thermique. Et les satellites multispectraux, surtout Landsat Sentinel-2, vont offrir de la donnée dans ces bandes, ce qui renseigne sur certaines propriétés physiques des surfaces, notamment la végétation dans le proche infrarouge. Donc ça, c'est vraiment typique du domaine de l'information satellite, de la télédétection. Ce ne sont pas des informations qu'on va trouver dans la vision par ordinateur, typiquement. Bon, l'information multispectrale est, comme je disais, est utile pour avoir une signature spectrale au niveau des cibles. Par exemple, la végétation. On a aussi le comportement temporel des cibles avec la croissance de végétation, le dépérissement de la végétation, tout le cycle de croissance qui peut être renseigné avec des séries temporelles multispectrales. Et en plus de ça, c'est toute la variabilité spatiale et temporelle. Donc ici, c'est simplement des petites animations obtenues à partir de Google Earth Engine sur les séries Landsat qui couvrent une quarantaine d'années. Et bien sûr, on voit tous les changements liés à l'activité humaine, plus les changements liés à la décroissance de la végétation. Donc on a vraiment une richesse spatiale et temporelle qui peut être exploitée ici. Un exemple de compétition récente, le Open Cities AI Challenge, qui visait à segmenter des bâtiments en Afrique avec toute la diversité des paysages urbains qu'on peut rencontrer en Afrique. Donc, beaucoup de variabilité. Un gros défi d'annotation, je pense aussi.
Mais le fait d'avoir ce type de base de données, bien sûr, nous permet ensuite de déployer de l'apprentissage automatique sur des gros volumes de données potentiellement. Résolution spatiale, c'est une composante importante, pas forcément non plus très présente en vision par ordinateur, où la notion de résolution spatiale est plus ou moins implicite, mais en imagerie satellite, c'est une composante importante, une caractéristique importante des images. Donc on a plus ou moins d'informations, bien sûr, quand on va changer de résolution spatiale. Donc entre 30 mètres et 1 mètre, on voit qu'on perd certaines classes. Donc on a vraiment... c'est une composante importante de l'imagerie satellite qui nous permet de nous renseigner sur différents types de classes ou différents types d'objets. Et la très haute résolution, en dessous du mètre, va nous permettre souvent d'avoir non pas des classes d'occupation des sols, mais le potentiel d'extraire des objets, de faire la détection d'objets. Comme je le disais, le punch sharpening, de façon assez traditionnelle dans le domaine d'améliorer un ensemble d'imagerie multispectrale. Donc souvent, on a une bande panchromatique à 50 cm, comme c'est le cas dans l'imagerie Pléiade. On a des bandes supplémentaires multispectrales à résolution plus basse, souvent autour de 2 mètres. Dans le cas de Pléiade, c'est autour de 2 mètres. Et ce qu'on va faire, c'est utiliser l'information de détail de la panchromatique pour obtenir une pseudo-bande multispectrale à 50 cm. Donc, c'est ce qu'on va utiliser ici dans le projet GeoImageNet. On va utiliser ce type de punch sharpening pour avoir de l'imagerie à très haute résolution. Pour un exemple, sur le stade olympique à Montréal, une imagerie Pléiade. Donc vraiment, c'est de la belle imagerie. Et donc cette imagerie était fournie par la compagnie Figis. Donc c'était une contribution en nature dans le projet, avec quand même une très grande surface d'imagerie, à peu près sur 40 sites au travers du Canada. On a aussi la possibilité de faire des composés couleurs. Ici, c'est un composé couleur RGB qui est assez traditionnel. Mais on peut remplacer, par exemple, la bande, ici je pense qu'on a remplacé la bande bleue, qui est un peu moins informative, par une bande proche infrarouge. Donc on peut voir ici, en rouge, on fait ressortir l'information de végétation, finalement. Donc ça, c'est une manipulation de couleurs qui est typique de ce qu'on peut faire en télédétection et qu'on n'a pas ce genre de richesse en vision par ordinateur, par exemple. Donc la détection d'objets, comme je le disais, ça nécessite de la très haute résolution, donc généralement en dessous du mètre. Ça permet d'extraire aussi des empreintes de bâtiments, de détecter les routes. C'est ce qu'on appelle parfois dans le domaine un peu plus d'intelligence, sécurité, ce qu'on appelle le GeoInt, Geospatial Intelligence. Donc c'est la capacité de renseigner sur certaines activités, par exemple les activités dans les aéroports, dans les ports, par exemple le passage des bateaux, les conteneurs. Donc ça nous donne accès à des métriques qui sont potentiellement intéressantes au niveau de l'analyse. Le deuxième type d'utilisation, c'est les plus traditionnels, c'est les cartes d'utilisation d'occupation des sols. Donc ça, c'était, je dirais, un sujet de recherche sur déjà les résolutions modérées, donc imagerie du type Landsat ou Sentinel-2 à 10 mètres ou 20 mètres. Donc c'est essentiellement de décrire comment les sols sont occupés de manière naturelle ou anthropique. Et ça permet souvent de comprendre, il y a beaucoup d'utilisation de ce type de cartes pour suivre les changements environnementaux, les effets cumulatifs, les activités humaines, étudier les écosystèmes, détection de changements. C'est aussi utilisé dans les modèles hydrologiques là, pour les runoffs de surface. Donc c'est un produit dérivé de l'imagerie satellite qui a beaucoup de valeur ajoutée, mais qui nécessite aussi des techniques d'apprentissage automatique pour exploiter l'imagerie, généralement. Donc, ça, c'était un petit peu l'introduction du contexte général. Donc, là, je vais rentrer dans le projet GeoImageNet en commençant par un peu la motivation. Donc, en vision par ordinateur, un des éléments qui a fait qu'on a eu une explosion du machine learning en vision par ordinateur, c'est essentiellement l'accès à des grosses bases de données annotées,
donc en vision. Donc la première qui a été vraiment majeure, c'est la création de ImageNet en 2010 par Fei-Fei Li à l'université de Stanford. On parle de 14 millions d'images. Le niveau de taxonomie le plus fin, c'est à peu près 20 000 catégories, 20 000 classes. Une taxonomie très demandante, basée sur une ontologie qu'on appelle WordNet, qui est un espèce de vocabulaire anglais, avec tous les termes possibles et imaginables et leurs relations. Donc vraiment, pas de compromis sur le côté sémantique. Donc la taxonomie est absolument énorme. On voulait ne pas faire justement de compromis sur la difficulté, on voulait vraiment aller jusqu'au bout de l'interprétation d'images, comme une personne pourrait le faire finalement. Donc à l'époque, le deep learning n'était pas encore, l'apprentissage profond n'était pas encore vraiment populaire, mais les compétitions autour d'ImageNet ont permis de voir l'apport de l'apprentissage profond, surtout autour de l'année 2012. Donc le petit graphique en bas à droite, on peut voir le petit cercle rouge qui a été le premier réseau dans cette compétition ImageNet qui s'appelait AlexNet, qui a été développé par Hinton à l'Université de Toronto. Et on peut voir tout de suite que c'est un outlier en termes d'erreurs. On a quasiment divisé l'erreur par 2 d'un seul coup. Et depuis, on est passé complètement à l'apprentissage profond depuis 2012 dans la compétition, jusqu'à arriver... donc l'erreur humaine, l'erreur d'annotation d'un opérateur humain sur ImageNet, c'est à peu près autour de 5%. Donc on a 5% d'erreurs sur l'ensemble de la taxonomie. Donc on arrive, la performance sur ImageNet des réseaux profonds sont descendus en dessous de 5% à partir de 2015. Donc les tâches couvertes par ImageNet sont aussi diverses. On a la classification d'images, on a la segmentation sémantique qui consiste à diviser l'image en plusieurs segments, comme une classification traditionnelle en télédétection finalement. Les tâches de localisation de l'objet, de classification, la détection d'objets, la détection d'instances avec les masques. Donc le niveau de difficulté, bien sûr, s'accroît avec ce type d'analyse. Donc vraiment, ça a été un élément majeur, je dirais, dans l'avènement des réseaux profonds, parce qu'on a cette conjonction de gros volumes de données à noter et de réseaux capables d'exploiter ces gros volumes. Aussi, depuis quelques années, je dirais depuis 3 ou 4 ans, on voit l'émergence d'outils d'annotation en vision, majoritairement. Donc, beaucoup d'outils, j'en mentionne quelques-uns ici, mais on trouve Label Studio, Collabeller, CIVAT, développé par Intel, 51, qui permettent d'annoter. Donc, c'est des petites interfaces qui permettent d'ouvrir une image, d'ouvrir une taxonomie, puis d'annoter avec des boîtes ou avec des masques les images. C'est plus ou moins ouvert comme outil, donc quelques-uns sont open source, d'autres sont plutôt commerciaux, c'est plus ou moins collaboratif aussi. Donc en vision par ordinateur, je dirais qu'ils sont bien équipés là, au niveau outils d'annotation. Donc c'est ça, en fait c'est ce qui nous a amené un petit peu à proposer cette plateforme. Aussi je mentionne ce rapport de la NASA de 2018, qui disait que vraiment c'était la capacité à annoter, à créer des gros ensembles de données annotées qui était vraiment, je dirais, le bottleneck, là, le goulet d'étranglement en exploitation de l'imagerie satellitaire. Donc ça faisait partie de leurs recommandations d'avoir des benchmarks, des bancs d'essai ouverts qui permettent d'évaluer les méthodes en imagerie satellite sur des gros ensembles de données annotées. Et ça, je pense que ça manque cruellement dans la communauté actuellement. Donc c'est ça, le challenge, je l'ai mentionné, c'est de plus en plus d'imagerie. Donc la donnée, on n'en manque pas. L'opportunité avec le machine learning d'exploiter ces gros volumes. Mais le manque d'annotation fait qu'on a besoin quand même de nouvelles solutions pour tirer profit de cette opportunité qui se présente et tirer profit des grands volumes de données.
Donc, c'est ça, de plus en plus de données. Sentinel-2, juste au passage, c'est à peu près 1,6 TB par jour d'observation, donc avec la constellation Sentinel-2. Donc, les volumes sont vraiment immenses. Un manque de données à noter. Il y a quelques bases de données, ça évolue très vite. Là. Ça, c'est une présentation de l'année dernière. C'est certain qu'il y a d'autres jeux de données qui ont été présentés cette année. Mais on voit qu'on a vraiment un manque cruel de jeux de données importants pour évaluer les méthodes, capables de se comparer l'état de l'art. On veut aussi pas simplement des jeux de données en RGB traditionnels, mais on veut prendre en compte l'information spectrale, donc avoir vraiment l'ensemble des canaux spectraux qui sont disponibles dans l'imagerie satellite. C'est pas juste de faire aussi des annotations, mais il faut gérer la qualité. La qualité, le contrôle de ce qui est produit par un annotateur en faisant une vérification de ce qui est fait. Donc, ça demande des outils, pas simplement un outil qui nous permette de faire des boîtes sur une image, mais je vais le montrer tout à l'heure, mais tout un processus de gestion de la qualité. Les taxonomies aussi, avec l'augmentation de la résolution spatiale, sont de plus en plus riches. Donc, gérer les taxonomies, c'est aussi un défi. Bien sûr, ces plateformes, ce qu'on veut ultimement, c'est générer des modèles qui sont généralisables, donc des modèles qui sont robustes dans le temps et dans l'espace. Ça, c'est vraiment un gros défi. Pas simplement avoir une zone d'étude limitée, mais d'avoir une zone d'étude de plus en plus large. Avoir des benchmarks qui sont vraiment capables de mesurer ces qualités de généralisation des modèles. Les défis aussi, dans la taxonomie, c'est que les classes sont plus ou moins fréquentes. Donc ça, c'est un gros problème. Débalancement des classes. Comment populer des classes qui sont plus techniques et moins fréquentes. Ça aussi, ça reste un défi important. C'est sûr qu'en approche supervisée, on va faire un levier sur les annotations, mais c'est certain qu'on va avoir un grand volume de données non annotées aussi. Donc, il y a aussi toutes les approches non supervisées ou semi-supervisées, où on va pouvoir pousser les modèles un peu plus, mais avec un corpus plus large, mais moins d'annotation. Puis éventuellement les aspects multitemporels aussi, qui ajoutent un axe, surtout avec les constellations, qui ajoutent un axe intéressant. Je mentionne quelques ensembles d'entraînement disponibles. Donc, c'est en évolution constante. Toronto City, qui est je pense que c'est de l'imagerie drone à 10 cm. Essentiellement les bâtiments, à peu près 400 000 bâtiments. XView, qui a plusieurs jeux de données, essentiellement Worldview, qui a donné lieu à des compétitions. Je pense qu'il y en a une chaque année. Les dernières étaient orientées beaucoup infrastructure, ce que j'appelais le GeoInt, c'est-à-dire trouver des objets d'intérêt au niveau activité humaine, donc les véhicules, l'infrastructure de transport. Big EarthNet basé sur Sentinel-2, avec quand même beaucoup de données à noter. On parle d'à peu près 600 000 patchs. SpaceNet aussi a des gros ensembles de données disponibles. Donc, il y a quand même beaucoup d'activités à ce niveau-là. Donc, l'objectif de la plateforme, c'était de créer une plateforme. Donc, le but, on veut mettre cette plateforme en logiciel libre. Donc, ultimement, le code serait mis sur GitHub. Et n'importe qui pourrait cloner et prolonger les travaux pour leur domaine particulier. Ce qu'on veut, c'est permettre l'annotation collaborative, c'est-à-dire que plusieurs annotateurs peuvent travailler sur une même image et potentiellement vérifier aussi le travail de l'autre pour améliorer la qualité des annotations au final. Avoir un jeu de données très haute résolution, suffisamment large pour permettre de développer des modèles en apprentissage profond, mais spécifique, pas juste faire ce qu'on appelle du fine-tuning, c'est-à-dire partir de modèles en vision par ordinateur, mais d'avoir des modèles spécifiques au domaine. Stimuler la collaboration entre les chercheurs universitaires, industriels, offrir un service d'annotation avec des taxonomies pour la couverture du sol et des objets. Donc, on a 2 taxonomies dans la plateforme, une pour la couverture de sol et une pour des objets qui sont visibles en très haute résolution. Donc là, on a de l'imagerie à très haute résolution Pléiade, 50 cm. On a à peu près 10 000 km², ce qui est quand même
considérable, sur environ 40 sites, essentiellement des zones urbaines au Canada, donc de la côte ouest à la côte est. Il y a des services qui viennent derrière la plateforme, donc on a développé tout un API qui nous permet de dialoguer avec les services d'annotation, avec la taxonomie. On a aussi un service de téléchargement des données annotées. Donc, on est capable les personnes peuvent télécharger les ensembles d'entraînement. Ils peuvent aussi pousser un nouveau modèle pour évaluation, ce qui permet de publier éventuellement les résultats du banc d'essai. Mais bon, du fait que les images Pléiades sont sous licence, donc l'entente de licence qu'on a eue avec Airbus, c'est que l'accès à la plateforme est réservé aux chercheurs. Donc, il faut s'inscrire à la plateforme est sécurisée. Mais par la suite, le chercheur a accès à l'ensemble des services. Donc, on avait plusieurs partenaires. Donc, le responsable de la demande, donc c'est un financement Canary, c'était l'Université de Sherbrooke, Yacine Bouroubi, à l'Université de Sherbrooke. Donc, eux étaient responsables surtout de tous les aspects apprentissage profond, définition des taxonomies, ce qui a pris quand même pas mal de temps. Cette définition a été faite en collaboration avec Ressources naturelles Canada pour voir un petit peu comment définir une taxonomie qui fait du sens au niveau de l'information qui est disponible au fédéral dans leur base de données et que ce soit pertinent pour l'imagerie à très haute résolution. Donc, le CRIM était responsable surtout des aspects développement technique de la plateforme, donc environ 7 personnes, la maintenance de la plateforme. On a accueilli des étudiants aussi pour des projets en apprentissage profond qui utilisaient la plateforme essentiellement au niveau maîtrise. Et Figis a apporté toute l'imagerie à 50 cm, donc une contribution en nature pour ce projet. Puis Ressources naturelles Canada, c'était surtout le support pour la définition de la taxonomie dans le projet. Bon, le calendrier, donc financement Canary, comme je le disais, donc c'est un projet qui s'est terminé à la fin de l'année 2020 et qui est en période, qui est toujours maintenu par le CRIM actuellement. Je vais vous montrer le site par la suite. Donc, les grandes lignes du projet, on a une plateforme web, donc un outil web d'annotation en ligne avec un explorateur de taxonomie, donc des objets, donc je disais les taxonomies d'objets, les taxonomies de couverture de sol. On peut annoter directement l'imagerie par boîte ou polygone. On a tout un circuit de validation des annotations par la suite, avec aussi une base de données qui nous permet de faire une traçabilité sur ce qui a été annoté. Les services, c'est essentiellement l'exportation des patchs pour faire de l'apprentissage. Donc, la plateforme ne fait pas d'apprentissage elle-même parce que c'est très demandant au niveau calcul. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle distribue de la donnée d'entraînement et elle reçoit des modèles qui sont basés sur ces données et fait une évaluation en interne des modèles. Donc, l'architecture haut niveau est relativement simple. On a donc un client web avec un niveau de sécurité, donc il y a une authentification qui est faite. On a différents niveaux d'usagers. Donc, on a l'annotateur qui, lui, fait simplement des boîtes, finalement, des annotations. On a quelqu'un qui peut valider les annotations par la suite. On peut faire une demande d'expertise à un expert qui, lui, peut réviser certaines classes sont quand même assez difficiles à noter. Donc, on peut faire appel à un expert pour être certain que la notation est correcte, finalement, ou un scientifique. Puis l'administrateur, lui, va plus être en charge de mettre à jour les versions, de distribuer les nouveaux, d'ajouter de nouvelles images, par exemple. Donc, on a des services derrière la plateforme d'ingestion des données. Donc, c'est des données informatives, généralement, Pléiades. On a des services d'annotation qui permettent de recevoir les annotations, de les valider, de les relâcher. Toutes les composantes sont basées sur des standards de l'OGC, donc WMS pour les cartes, WFS pour distribuer les features. Et on a tout un API au niveau machine learning pour évaluer les modèles. Donc nous, on se base uniquement sur PyTorch. On a fait le choix d'utiliser PyTorch. On ne supporte pas TensorFlow.
c'est dû au fait que dans la communauté, PyTorch prend de plus en plus d'ampleur. C'est essentiellement la librairie qui est la plus utilisée au crime là, pour la plupart de nos projets. Donc, le contrôle de qualité des annotations, on a essayé de faire un cycle de contrôle de qualité. Donc, la première étape, c'est l'usager qui crée une annotation sur l'image. Et ensuite, une fois que les annotations sont faites, pour certaines taxonomies d'intérêt, donc l'usager, je ferai une démonstration par la suite, mais l'usager choisit les taxonomies d'intérêt, fait des annotations et ensuite les relâche. Donc, relâcher les annotations, ça envoie au validateur un message qui lui dit de contrôler finalement ce qui a été soumis. Donc, on a un ensemble d'annotations où l'annotateur doit valider chacune des annotations qui sont faites. Donc, en cliquant sur chacune des imagettes, on navigue directement l'image et ensuite, on peut décider de rejeter ou de valider l'annotation qui a été faite. Donc, si c'est validé, ben, en fait, c'est poussé dans le dépôt d'annotation officielle. Si c'est rejeté, par contre, l'usager voit ce qui a été rejeté et peut éventuellement modifier. Donc, le rejet soit peut mener à la modification, soit peut mener à l'effaçage complet, le rejet complet de l'annotation. Donc, c'est ce cycle peut être répété. En fait. La demande de modification peut recréer un nouveau release et une nouvelle validation. Donc, ça nous permet de nous assurer que chacune des annotations est révisée par une tierce personne, finalement, avant de l'intégrer officiellement dans la nouvelle version des annotations. Donc, je ne passerai pas trop de temps là-dessus, mais c'est ça, il y a un aspect database qui est quand même assez détaillé. C'est pour s'assurer qu'on est capable de retracer chacune des annotations sur qui a fait l'annotation, qui l'a validée, sur quelle image, avec quelle version de la taxonomie, quel est son statut, etc. Donc, on a fait vraiment attention de s'assurer qu'on a une traçabilité à tout moment de ce qui est produit par la plateforme, ce qui nous a pris pas mal de temps à faire le design de cette database. Donc, on a aussi des API assez riches. Donc, on utilise OpenAPI, c'est un peu technique là, mais ça nous permet de dialoguer finalement avec le serveur de GeoImageNet au niveau des jeux de données, au niveau des modèles. Donc, on a des modèles qui sont stockés au niveau de la plateforme. Puis, on est capable de savoir quels sont les modèles disponibles et de télécharger ces modèles-là éventuellement. On a aussi des services de consultation via l'API. Au niveau de la taxonomie, on peut consulter la taxonomie. D'ailleurs, je peux vous montrer, je pense que ce serait plus simple. Donc, si vous cliquez ici, est-ce que vous voyez mon écran? Je pense que oui. Vous avez accès via l'API à toutes les classes disponibles, différentes versions des classes. Vous pouvez consulter pour un certain niveau de la taxonomie, quelles sont les pages disponibles, quelles sont les annotations disponibles. Donc là, ça permet un dialogue, comme on dit, machine to machine, ce qui permettrait à un client séparé du client GeoImageNet de dialoguer avec la plateforme sans être dépendant du client qui a été fait durant le projet. Les annotations aussi sont disponibles. Donc là, on voit ce qui est disponible en termes d'annotation sous forme de fichier JSON. Donc, toutes les annotations sont disponibles. On a les classes, l'image qui a été utilisée, etc. Donc, on a fait un gros effort à ce niveau-là, en essayant d'avoir des standards qui sont modernes au niveau des API. Au niveau du cycle de production des modèles, donc ça, c'est la partie utilisation de la plateforme pour finalement produire des nouveaux modèles. On peut télécharger à partir des services de téléchargement les jeux de données. L'apprentissage va se faire bien sûr sur l'infrastructure du chercheur ou de l'institut qui va télécharger les données. Ce qu'on demande ensuite, c'est un packaging en utilisant une petite librairie compatible avec PyTorch qu'on appelle THelper, qui a été développée au CRIM. Donc, ça permet d'emballer finalement tous les paramètres issus de l'apprentissage.
Donc, on a fourni des notebooks Python pour expliquer un petit peu comment faire le packaging, l'emballage. Et ensuite, l'étape suivante, c'est de uploader ces modèles emballés sur la plateforme pour mener à l'étape d'évaluation sur la portion de test des données. Et ensuite, on retourne finalement les métriques de performance par la suite. Donc la librairie, on a une petite librairie qui a été mise disponible. Essentiellement, on a des segnets dans cette librairie de base, mais qui pourraient s'agrandir assez rapidement avec les nouveaux modèles disponibles. Donc ça, c'est typiquement utilisé pour faire de la segmentation sémantique. Donc la plateforme permet faire de la classification de patch ou de la segmentation sémantique pour l'instant. Donc, c'est les deux seules tâches de machine learning qu'on supporte. Donc, c'est ça. Comme je disais, c'est l'emballage chez PyTorch, donc pas de TensorFlow. On utilise une petite librairie qui s'appelle thelper pour faire l'emballage. Et on a ajouté aussi des fonctionnalités qui nous permettent d'avoir des data loaders qui supportent l'imagerie satellite. Donc ça, c'était un des problèmes dans PyTorch initialement, c'est qu'on n'a pas de data loader, par exemple, pour de l'imagerie multispectrale. Donc il faut mettre en place des nouvelles classes Python qui nous permettent d'utiliser l'imagerie directement, comme par exemple la sélection de canaux. Donc la réplicabilité, ça c'est un enjeu très très important actuellement dans le domaine du machine learning, c'est que la réplicabilité des pipelines ML est quand même assez fragile. Donc cette petite librairie permet d'exporter tous les fichiers de configuration afin de s'assurer qu'on est capable de répliquer ce qui a été utilisé pour faire l'inférence finalement à partir des modèles. Donc ça permet de paramétrer quel data loader est utilisé, quel pré-traitement éventuel sur la donnée, quel genre de modèle on a utilisé, les poids, les métriques, etc. Donc le pipeline au complet est emballé. C'est ce pipeline qui est en fait pris en compte par la plateforme pour faire l'évaluation. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a tout un API du côté ML pour faire le benchmarking. On a aussi, comme je disais, des notebooks Python. Donc, on a des notebooks, par exemple, pour faire du fine-tuning de ResNet, qui est, je dirais, la façon la plus simple de faire de l'apprentissage profond, de classification de patch, finalement. Et on a des notebooks qui expliquent toutes les étapes d'emballage des modèles, comment dialoguer avec la plateforme aussi. Je ne veux pas rentrer dans le détail parce que c'est quand même très technique. Comment emballer ensuite les poids et mettre la plateforme finalement. Ici, on est capable de uploader le modèle dans la plateforme directement avec l'API de machine learning. On a aussi un repo de modèles compatible avec la plateforme. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de modèles, mais on a à peu près 4-5 architectures différentes de SegNet ici, et qui sont compatibles avec la plateforme GeoImageNet par la suite. Donc, il y a eu un effort aussi pour essayer de faire un levier sur toute l'information géospatiale disponible dans les différents catalogues au niveau fédéral essentiellement, ce qu'on appelait CanVec à un moment donné, ou la base de données fédérale. Donc on a fait l'intersection entre la taxonomie de GeoImageNet avec ce qui est disponible comme données dans les différents catalogues. Donc ça a été un projet de maîtrise à l'Université de Sherbrooke. Et on a trouvé à peu près une soixantaine de classes sur 227 au niveau des objets, donc essentiellement les bâtiments, où on pouvait finalement reprendre l'information qui est disponible au niveau des shapefiles et faire une ingestion pour démarrer les bases de données dans GeoImageNet. Donc on est arrivé à peu près à 11 500 annotations ajoutées, mais cependant il reste à les valider. Donc il faut passer dans chacune des annotations et décider si oui ou non l'annotation est de bonne qualité.
Parfois aussi, certains bâtiments ont disparu, ça arrive. Là. Surtout en zone agricole, on a parfois des silos à grains qui ont disparu ou certaines classes sont plus sujettes à changement. Donc, par exemple, quelques exemples, les arénas, donc au niveau des catalogues fédéraux, bah, c'est ça, les arénas sont cataloguées. Donc, on voit ici en vert, en superposé sur les images Pléiades, ce qu'on peut récupérer des bases de données initiales, ce qui est quand même assez bon. Par contre, au niveau des granges, là, la ligne du bas, on voit que certaines granges ont disparu. Donc, elles étaient cataloguées dans Canvec et elles ont soit changé, soit disparu, ou soit parfois complètement erronées. D'où la nécessité de quand même valider les annotations, ce que permet de faire la plateforme. Voici un exemple sur la zone de Montréal. On peut voir le profil de l'île de Montréal ici qui se dessine au milieu. Mais c'est l'ensemble des 60 classes là, que je mentionnais qui intersectaient avec notre taxonomie. Donc on voit toutes les infrastructures reliées à l'aéroport ici, à l'aéroport de Trudeau. Tous les cimetières, les parcs, en tout cas on a plein de classes finalement qu'on peut récupérer pour permettre de démarrer finalement la notation. Donc, statut du projet, on a un prototype en ligne, je vais vous le montrer par la suite. On prévoit une installation d'une instance à Sherbrooke. Donc, l'instance qui est au CRIM est une instance de ce qu'on appelle le développement. Donc, c'est l'instance qui permet de vérifier que les nouvelles versions fonctionnent, qui est essentiellement reliée à des tâches de développement. À Sherbrooke, on aura une version de production qui, elle, servirait plutôt à la notation des données. Le code, on planifie de le mettre open source. La licence est à déterminer, probablement une licence Apache, ce n'est pas encore déterminé. Donc, on a 2 taxonomies, je vais vous le montrer par la suite. Les datasets sont en mode patch de taille fixe, à peu près 256 par 256, mais c'est quelque chose qui peut se changer assez rapidement. Pour l'instant, évaluation seulement de SegNet ou classification de patch. On a un API machine learning qui est très riche. On peut utiliser un autre client que le client web. On pourrait utiliser QuantumJS, par exemple, pour dialoguer directement avec l'API. La plateforme est agnostique au type d'imagerie. Tant que c'est de l'imagerie géoréférencée, on pourrait imaginer de l'imagerie drone, un autre type de capteur satellite. Il n'y a aucun. On se base sur des standards de l'OGC, donc on peut ingérer n'importe quel type d'imagerie éventuellement. Donc, nous sommes à la recherche de financement supplémentaire dans les prochains mois. Donc, si jamais il y a des gens intéressés. Mentionner qu'il y a des outils similaires en développement, c'est vraiment un enjeu très, très important dans le domaine d'être capable d'annoter de manière efficace l'imagerie satellite. Donc, Pictera est un spin-off, je pense, de l'EPFL en Suisse qui a démarré l'année dernière, qui offre des plateformes collaboratives d'annotation. Et je pense que Astraea aussi a annoncé un service similaire. Mais à chaque mois, on a quasiment une nouvelle initiative. Donc, je voulais remercier quand même toute l'équipe. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont travaillé sur ce projet au CRIM, puis chez les partenaires. Donc, je vais vous montrer la plateforme. Donc, le site web, c'est geoimagenet.ca, tout simplement. Donc, vous arrivez sur ce premier portail qui donne l'accès à la documentation, l'accès aux taxonomies. Donc, ça, c'est un petit preview de la taxonomie qui est disponible. Donc, il y a un login. Donc là, comme je disais, la plateforme est sécurisée. L'usager, donc on a différents niveaux d'usagers. Là, je suis en niveau administrateur, donc j'ai accès quasiment à tous les services disponibles. Donc là, on a une vue d'ensemble de tous les sites d'annotation, les 40 sites que je mentionnais avec de l'imagerie Pléiade. Donc, par exemple, si on allait sur, je ne sais pas, sur Montréal, par exemple, on fait un zoom rapide. Là, on voit les 4 images disponibles, donc qui sont en composé couleur avec du proche infrarouge. Donc on peut changer aussi le base map
pour mettre de l'imagerie RGB plus traditionnelle éventuellement. Donc, si je passe en RGB, on a une imagerie plus proche de, je dirais, l'image naturelle, si on veut. Donc vous voyez, c'est de l'imagerie quand même extrêmement détaillée, à 50 cm, donc on a accès à beaucoup d'informations. Donc la taxonomie, c'est ça. Ici, dans le volet taxonomie, on a deux arbres. Donc l'arbre, je dirais, land cover et l'arbre objet, avec différents niveaux de taxonomie. Donc les couleurs qu'on voit ici, c'est le statut de la notation. Donc en blanc, ce sont des nouvelles annotations. En vert, c'est des notations à valider. Vert plus foncé, annotation qui a été validée. En rouge, c'est ce qui a été rejeté, à modifier. Et en noir, c'est ce qui a été effacé finalement. Donc on peut choisir, finalement, je vais prendre un exemple rapide. Par exemple, tout ce qui est terrain de baseball, admettons. Donc là, ici, quand je vais dans la taxonomie, je peux choisir de la visualiser avec le petit œil qui est ici. Et si je veux travailler sur cette classe en particulier, je peux mettre le pin qui est ici. Donc ça permet de l'ajouter dans mon espace de travail finalement. Donc quand je l'ai ajouté dans mon espace de travail, ben j'ai ici uniquement cette classe avec les différentes vignettes. Quand je clique sur chacune vignette d'annotation, je peux me déplacer rapidement entre les différentes annotations. Donc toutes les annotations ne sont pas de la même qualité. Donc c'est là où l'étape de création, ici j'ai un panneau d'outils où je peux effacer, je peux éditer les annotations, je peux les relâcher et le validateur peut les valider. Donc c'est une possibilité aussi. Un autre aspect aussi, c'est qu'on voulait faciliter la gestion des équipes. Donc il y a la possibilité pour un administrateur de gérer plusieurs usagers. Ça, on l'a fait essentiellement pour des cours de photo-interprétation à l'Université de Sherbrooke, pour des classes, finalement, des classes d'étudiants. La capacité pour un professeur, par exemple, de pouvoir gérer plusieurs étudiants et de contrôler leurs annotations. Donc, on a la possibilité d'ajouter plusieurs ID et de gérer un groupe de ID d'annotateurs. Donc, une gestion par groupe, finalement. Donc ça, c'est tout l'aspect, finalement, construction des annotations. On a ensuite le téléchargement des jeux de données d'apprentissage. Donc ça, c'est le dialogue avec tous les services de construction de jeux d'apprentissage. On a le volet modèle. Donc on est capable d'uploader les modèles, comme je le disais, et de lancer des bancs d'essai, donc de lancer des tests sur les données de test à partir de ces modèles. Les benchmarks ne sont pas très populés pour l'instant. La plateforme est encore, ici c'est une version de développement, comme je disais, sur OCRIM. Mais l'idée, c'est qu'ici, on aurait des métriques pour chacun des modèles sur l'ensemble de tests. Donc tout ça est populé par tous les mécanismes derrière la plateforme. Donc voilà, pour moi, ça fait le tour. Un grand merci, Samuel, pour ta présentation. Ouais, j'ai pris un peu plus de temps que prévu, mais bon. Non, mais pas de souci. Écoute, c'était vraiment très intéressant. Il y avait beaucoup d'informations. Ouais. Il nous reste un petit 10 minutes, donc on va partir les questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour Samuel? Soyez pas timide. Bon, je vais briser la glace alors. J'ai vu que vous aviez qu'il y avait une API assez riche et ainsi de suite. Là. Puis il y a beaucoup de choses rattachées à l'imagerie autour de Stack. Je me demandais, il me semble que vous aviez fait, toujours en lien avec le projet GeoImageNet, des extensions à Stack, un profil machine learning. Peux-tu nous en dire un peu plus? Oui. C'est un projet Kenarcan qui a démarré l'année dernière. En fait, ce qu'il voulait, c'est avoir une extension Stack pour des catalogues de modèles en machine learning. Okay. Donc, Stack, c'est en fait un outil de catalogage. Donc, ça permet de monter des catalogues essentiellement en JSON. Le but principal, c'est surtout l'imagerie, les repos, les dépôts d'imagerie, etc. Mais il y a la possibilité d'étendre
soit à des nouvelles modalités, soit à un nouveau type de catalogue finalement. Donc eux voulaient proposer une extension Stack qui est en cours de développement. Donc nous, on a proposé un prototype d'extension Stack. L'idée, c'était pour les gens qui développent beaucoup de modèles à partir d'imagerie, d'être capable de cataloguer tous leurs modèles. C'est-à-dire, par exemple, tu cherches un modèle qui travaille sur Sentinel-2, mais pour certains types de classes, avec une query qui est vraiment typique d'une recherche de modèle en apprentissage automatique, puis que Stack soit capable de répondre sur ces queries-là. Et en même temps, d'apporter toute l'information pour reconstruire le modèle. C'est-à-dire pas juste de savoir qu'il existe, mais de pointer sur ce qu'on appelle les assets, c'est-à-dire les poids, tout ce qui est code pour réinstancier le modèle. Donc tout ça serait renseigné dans ce qu'on appelle l'item stack. Est-ce qu'il y avait un lien avec les sources éventuelles sur lesquelles ce modèle avait été appliqué? Oui, c'est-à-dire qu'on pointerait sur des repos stack, un autre repo stack, sur des item stack qui sont compatibles avec le modèle. Donc, parce que la philosophie de Stack, c'est d'avoir le minimum d'informations dans les catalogues pour faire le query, puis tout ce qui est supplémentaire, on pointe avec des liens à d'autres catalogues. Donc, on n'a pas la métadonnée d'imagerie satellite, mais on pointe sur des catalogues qui la contiennent potentiellement. Et le but ultime, c'est aussi d'améliorer la réplicabilité des modèles, qui est un gros enjeu actuellement. Il y a beaucoup de modèles qui ne sont pas réplicables. Donc, qui sont très intéressants quand ils sont publiés, mais 6 mois après, on essaie de les refaire, puis ça ne marche plus. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a souvent un effet wow dans la publication, là, mais dès qu'on le passe soit en production, soit quand on l'applique à des contextes autres, les performances s'écroulent. Donc ça, c'est des aspects qu'on regarde actuellement, assurer la réplicabilité déjà en inférence, ce qui n'est pas évident, et ensuite la réplicabilité en entraînement, ce qui est encore un autre challenge pas facile à faire. Donc, oui, on peut voir ça comme une extension de GeoImageNet en quelque sorte. Là. J'ai une question de la part de l'auditoire. Donc, tu avais mentionné l'envie d'ouvrir cette plateforme, qui avait encore des étapes à franchir avant qu'elle soit disponible. Là. Il y a quelqu'un qui demandait éventuellement, est-ce qu'elle serait ouverte de façon un peu comme crowdsourcing, un peu à la CAPTCHA là. Donc, en fait, là, c'est un peu l'œuf et la poule. Là. On a la poule, mais il nous faut l'œuf. Donc, on a la plateforme, mais il faut les usagers qui cliquent sur les fameuses annotations, qui produisent les annotations. Il nous faut des validateurs qui valident les annotations. Donc là, on essaie de démarrer la machine en ingérant déjà un gros volume d'annotations, comme je l'ai montré. On a 11 500 annotations potentielles, mais il faut les valider. Donc, ça prend des gens qui passent chacune des annotations et qui disent oui, c'est une bonne annotation. On peut l'ingérer officiellement. Et ensuite, la deuxième étape, c'est d'avoir communauté d'usagers suffisamment large pour pouvoir annoter toute cette imagerie-là. Là. Donc, on rentre dans un deuxième problème qui est de monter cette communauté-là. Ce qui est un peu bloquant dans le projet, c'est que l'imagerie Pléiade n'est pas complètement ouverte. On a essayé de négocier avec Airbus pour vraiment mettre cette imagerie complètement open source, mais on s'est bloqué sur beaucoup Donc, ce n'est pas l'imagerie idéale là, pour faire l'open source, là, pour être clair. Ce qu'on aimerait, c'est d'avoir un clone de ce projet-là, mais avec l'imagerie de type Sentinel-2, par exemple, où ce serait tout à fait compatible avec la plateforme. Par contre, il faudrait changer la taxonomie, parce qu'on n'irait pas beaucoup sur la détection d'objets avec Sentinel-2, je pense. Mais c'est un peu ça, ouais. Okay. J'ai une autre question. Donc, bravo pour le travail. Ma question porte sur la plateforme web, notamment le front-end. A-t-elle été développée au CRIM et existe-t-il un modèle open source? Oui, ça a été développé au CRIM avec une librairie qui s'appelle React en JavaScript. Le but, c'est de mettre ça open source, oui. Le client web sera open source.
Bon, les clients web, là, le gros défi, c'est la maintenance à long terme, là, parce que c'est des librairies qui évoluent très, très vite. Donc, je pense que le meilleur moyen, c'est de mettre ça open source. Le deuxième avantage de la plateforme, c'est qu'on a un API très riche qui pourrait utiliser un autre client que la plateforme web officielle, mais qui pourrait utiliser Pointum.js, par exemple, pour dialoguer directement avec l'API. Donc, on pourrait, même en Python, pour envisager un client Python. Donc, il n'y a absolument rien là, qui nous rend dépendants du client web. Donc, il y a plusieurs retombées de ce projet-là. Ça pourrait être un bloquant à long terme, la maintenance du client web. Si on pouvait... l'API nous permet de nous débarrasser de ce bloquant potentiel. Ok, parfait. J'ai vu que Sayed avait allumé sa caméra. Je suis sûr qu'il a une question. Oui, bonjour. Désolé, j'ai reçu un appel assez urgent de la part d'un collègue. Donc, oui, c'était encore très intéressant, Samuel. J'ai bien apprécié. En fait, j'ai juste une question. Je voudrais juste demander ton avis. Comment on peut profiter de l'approche transfer learning pour un peu généraliser, comme tu as dit, le défi dans transférer la connaissance d'un modèle vers l'autre, d'un capteur vers l'autre, d'un scène vers l'autre. C'est un peu très difficile, comme on travaille beaucoup dans le domaine de l'agriculture et pour inventorier des cultures, cartographier des parcelles de culture. Quand la saison change, quand le régime d'irrigation change, quand le type de culture, même le traitement change, c'est vraiment un autre objet, un autre couverture de sol. Donc, c'est vraiment recommencer l'apprentissage. Oui, tout à fait. Ça, c'est un gros défi parce que le computer vision en particulier nous contraint à 3 bandes RGB. Alors qu'en multispectral, on pourrait en mettre 4, on pourrait en mettre 5 si on voulait. Sauf que si on repart d'un réseau pré-entraîné ImageNet, on doit faire un choix de 3 bandes, ce qui est parfois pas évident. Et je pense que ça limite aussi le potentiel d'utilisation de l'imagerie multispectrale. Une stratégie peut-être intéressante, c'est tout ce qui est approche self-supervised, comme on appelle, ou semi-supervisée, où on peut entraîner un réseau à créer des bons features, des bons embeddings, mais à partir d'un corpus non supervisé qui est très large. Donc ça, c'est les approches auto-supervisées qui ont donné des très bons résultats en vision en particulier, qui s'approchent des performances des réseaux supervisés traditionnels. Mais ça prend de mettre en place ce qu'on appelle des tâches ML qui sont pertinentes au domaine et qui sont pertinentes à l'auto-supervision. Mais je pense qu'il y a un potentiel énorme là-dedans. Et ça nous libérerait de la notation quelque part. En fait, là, si tu pouvais partir un réseau avec le self-supervised, puis ensuite le fine-tuner sur un petit ensemble à noter, mais plus petit, là, tu aurais le meilleur des deux mondes. Tu ferais du transfer learning, mais qui partirait d'un corpus qui est satellitaire, large, et ensuite tu le spécialises pour une tâche plus restreinte. D'accord. Mais c'est un gros défi, ouais. Excellent. Oui, c'est vrai. Excellent, merci. Merci à toi. Alors, je pense que c'est assez clair, là, le transfer learning ou même du domaine adaptation. Là. On a des classifieurs qui sont entraînés pour certaines tâches, mais on pourrait les entraîner aussi à faire d'autres tâches ou pour d'autres données. Donc, ouais, je pense que le gros défi des prochaines années, c'est d'avoir des réseaux spécialisés à nos domaines. Ouais. Pas simplement hériter d'ImageNet et puis de fine-tuner, hein, parce que... Ouais, c'est ça, puis qui sont adaptables, qui sont récupérables. Ouais. C'est exactement l'enjeu que tu soulevais tantôt. Là. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais qui sont tellement cannées sur un set de données dans un contexte très particulier que c'est non réplicable ailleurs. Donc. Exact, ouais. Écoute, il est 14 heures. Encore un grand merci, Samuel, merci pour l'invitation. Ce webinaire vraiment très intéressant. Donc, c'était le dernier de la saison. J'ai été très chargé, donc c'est vraiment très content de t'accueillir.
Je vous invite à aller visiter le site du crime aussi. Hein. Il y a beaucoup d'activités dans lesquelles Samuel est dans les prochains jours aussi. Oui, j'en ai un autre demain d'ailleurs. Ouais, c'est ça. L'agenda est chargé. Donc, en tout cas, merci de nous avoir fait une petite place. Et puis, en tout cas, autour de ce projet-là, c'est clair qu'il va falloir qu'on se reparle. Ouais, il faudra qu'on se reparle, ouais, effectivement. Ouais, c'est beau. Ouais. Salut. Merci à vous. Joyeuses fêtes. Merci de même.